Clac Culture. Un programme de radio culturel et interculturel de l'association CLAC. Bienvenue, mon cher Ivan Torres, comment ça va? Je continue parce que tu n'as plus de voix. Bienvenue à CLAC Culture, un programme culturel et interculturel de l'association CLAC. J'étais en train de rigoler au moment que ça a commencé. Bonjour Carlos Oliveira. Comment ça va, Ivan? Oh, moi je suis très bien. Ah, mais tu sais, un peu de tequila les matins et ça t'aide d'avoir la voix de Pavarotti. Je sais que ça, c'est ton secret. Les mescales. Vas-y. Bienvenue à CLAC Culture 93.9 live. Bon appétit à tout le monde. On est mercredi et ça y est, l'automne commence. Ah oui, ça y est. Cet été sans fin, enfin on termine. Ouais, entre guillemets, j'ai jamais eu autant de chaleur dans ma vie. Ouh là là, Ivan. Je parle au niveau climatique. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, je comprends même. Je suis désolé, mais que les gens qui nous écoutent vont dire, mais c'est quoi? C'est midi. C'est le téléphone rose. c'est pas l'heure pour ça. Bon, téléphone rose. On est à nouveau ici à CLAC Culture pour un épisode littéraire, mais aussi musical. On a les deux, ouais. On a une invitée des classes aujourd'hui. Des classes, des marques, des puissances, d'émancipation, d'érudition. Érudition, exactement. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre amie Lise Segaz. Bonjour, dame Lise Segaz. Bonjour les amis, merci pour votre bonne humeur. Bon, Lise, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ouais. Je suis toujours contente de revenir à CLAC Culture. Yes, parce que c'est la deuxième fois que Lise vient. La troisième. Troisième peut-être, je sais pas. Ouais. Mais cette fois, c'est une fois très spéciale parce qu'on vient, entre autres choses, après c'était ton livre, ton dernier ouvrage qui est apparu il y a quelques mois. Et Les femmes fortes, il était une fois dans les Landes. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup le titre. Donc on va parler de tout ça, mais avant de commencer, on va parler un petit peu de toi. D'accord. Qui est dame Lise? Qui est dame Lise? Qui est Lise Segaz Segaz? pour les mortels, mais pour les potes, pour les gens qui la connaissent. Déjà, Lise Segaz, c'est une Landaise. Donc elle est des Landes. Oui. De quelle ville? Du village, d'un village qui s'appelle Sainte-Colombe et qui se trouve entre Saint-Sevé et Agetmo, ou entre Mont-de-Marsan et Pau, pour prendre des distances un petit peu plus parlantes. Entre Bordeaux et l'Espagne, quoi. Ouais, voilà. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. En Chalosse, d'une région qui s'appelle la Chalosse. D'accord, ok. Ouais, Lise, elle est landaise. Et tu es aussi prof à l'université. Oui, c'est ça. Je suis prof à l'université de Bordeaux-Montaigne. Oui, mais c'est pas sa faute. Oui, c'est ça. Prof en quoi? Alors, je travaille au département d'espagnol et je suis spécialiste de l'Amérique latine. Je travaille sur la littérature et les cultures d'Amérique latine. Et plus spécifiquement, d'après une approche féministe et d'histoire des femmes. Donc, d'où le titre de livre, Les femmes fortes. Ça, Les femmes fortes, ouais. Tu sais, Yvan, j'ai une petite anecdote. Chaque fois que je trouve quelqu'un, tu vois, quand on parle espagnol, il me dit « Ah oui, j'ai étudié de l'espagnol, j'ai étudié à l'université Bordeaux-Montaigne. » Et je dis « Ah ouais, tu connaîtras peut-être un prof qui s'appelle Lise Segaz. » Elle me dit, tout le monde me répond la même chose. « Ah ouais, Lise, c'était génial. Ouais. » Ah oui, mais c'est incroyable. Hein. Je connais aussi beaucoup de filles qui disent « Ah oui, Lise, elle est merveilleuse. » Oui. T'intéresse, sinon je le dirai. Ah ouais, merci. J'ai plein d'étudiantes et d'étudiants merveilleux aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est vrai. On va pas parler des mauvais. Non. On va parler de ta casquette académique et ta casquette d'écrivaine. Oui, parce que c'est ça. Donc, Lise, c'est ta deuxième nouvelle, ton deuxième roman qui a été publié. Les premières, c'était écrit en espagnol. Oui, c'est ça. Chose qui est, de toute façon, au principe, ça peut un peu étonné peut-être parce que c'est une Française qui a publié son premier roman en espagnol. C'est ça. Las malas lenguas. Ouais. Exactement. 2016. Ouais. Et c'est ton deuxième roman. Oui. Et le premier en français. Et le premier en français. Ouais. Avant d'écrire comme tu écrives en espagnol, en français, quand tu étais petite dans les langues, tu écrivais déjà? Tu faisais des petits romans? J'écrivais pas mal de poésie.
quand j'étais petite. Ah, je savais pas ça. Ah oui. Ouais. Moi non plus. Hein. Ouais, j'écrivais de la Ben, on va poésie. l'inviter la prochaine Beaucoup. fois pour la... Pour lire de la poésie plutôt. Ouais, j'avais même gagné un prix de poésie quand j'étais en primaire, je me souviens. Voilà, et après, j'écrivais beaucoup de petites histoires, mais que je jouais moi-même. Comme j'étais fille unique, et que voilà, il fallait que je trouve des manières de m'amuser. Donc j'écrivais des trames comme ça, puis après je jouais tous les personnages, je passais d'un personnage à l'autre. Donc ouais, j'ai toujours un peu vécu dans les histoires. C'était quoi ta thématique poétique à l'époque? J'écrivais sur plein de choses, mais j'aimais bien tout ce qui était la nature, enfin tout ce qui m'entourait en fait, parce que je vivais à la campagne, donc j'avais beaucoup, les oiseaux, les trucs comme ça. Voilà. C'était quoi tes amis préférés de la nature? J'aimais bien les arbres. Alors, je vis pas dans les pins, moi. En Chalosse, il n'y a pas de pins. Il y a des chênes et des châtaigniers et des collines. Ça ressemble au Gers. La forêt, oui, c'est plus la forêt. Ça ressemble au Gers, c'est vallonné. C'est le contrefort des Pyrénées. Ouais. Oh, yes. Exactement. C'est très beau. Ah ouais, c'est beau, oui. C'est beau. Beau. Ouais, c'est très moins beau. plat que les langues qu'on a l'habitude c'est ça, ouais. Exactement. Des pensées. Ouais, c'est différent, c'est beaucoup plus. Il y a plus de densité de population aussi. Il y a beaucoup plus de petits villages rapprochés. C'est pas les Landes, donc avec ces grandes distances et ces routes toutes droites. Ces petites routes sinueuses entre les collines. Il y a des forêts, beaucoup de culture aussi, du maïs, des trucs comme ça, de l'élevage. C'est très agricole après, comme région. Et il y a beaucoup de fêtes, énormément de fêtes. Les ferias, entre Mont-de-Marsan, Saint-Sevé, à Jetmo. C'est un peu le coin des ferias. Où apparemment, tu as eu l'occasion de travailler, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai travaillé. Vous savez beaucoup de choses. Hein. Non, c'est il fait la recherche. Il est journaliste, donc moi je pose des questions, mais c'est lui qui fait la recherche. J'avais servi dans une peña quand j'étais jeune, pendant les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Je travaillais et je m'amusais en même temps toutes les nuits à la peña en servant et puis accessoirement en dansant et en chantant et voilà. Le goût pour l'espagnol, ça vient peut-être de ces moments-là, non? Ça vient d'où vient cette histoire avec l'espagnol? Comment est-ce que tu es rentré à l'espagnol? Ça a été ça a été un cheminement, on va dire saccadé. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par l'Amérique latine, alors comme beaucoup de gamins, par les civilisations précolombiennes, les cités d'or, toutes les civilisations, exactement, Tintin et le Temple du Soleil, tout ça, ça me fascinait, je voulais voyager là-bas. Et puis après, j'ai découvert d'autres choses, j'ai mis ça un peu de côté, puis je suis revenue par le biais de l'Espagne ensuite, plus par justement le contexte des ferias, tout ça. Ma mère était passionnée, adorait Paco Ibáñez. Donc Paco Ibáñez, j'avoue qu'elle m'endormait. Enfin, les berceuses, c'était pas les berceuses traditionnelles, c'était les poèmes de Paco Ibáñez. Donc j'ai grandi avec ça aussi, et ça s'est réveillé à un moment et ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'étais repartie un peu sur l'Espagne après avoir détesté l'espagnol à un moment au lycée. Ah oui. Ouais. Sûrement, tu avais un prof qui était pas... Oui, c'est ça. Ouais. C'était un truc de prof, comme d'habitude. On va pas le nommer pour garder sa mémoire. Non, exactement. Et ensuite, ça s'est révélé à ce moment-là. Et j'ai décidé de faire des études d'espagnol. Et puis après, l'Amérique latine a recroisé mon chemin à nouveau et je suis repartie là-bas pour y rester. Très bien. Voilà. Super intéressant. Et maintenant, parce que ça, la dernière fois qu'on t'avait eu ici, on avait commencé à parler de l'histoire des champeta. Ouais. Actuellement, c'est ça que tu fais. Oui, tes je travaille. On va dire tes recherches sont autour de la champeta. Oui, qui est un genre musical urbain populaire, des quartiers très populaires de la Caraïbe colombienne, donc de Cartagena des Andes, Barranquilla. Et en fait, c'est un genre extrêmement méconnu, car très méprisé et très dénigré, en fait, et qui est fabriqué, on va dire, de manière assez artisanale localement. Donc, il ne se diffuse pas beaucoup à l'extérieur, même si ça change un petit peu ces derniers temps. Et ouais, je travaille sur ce terrain-là, ce domaine. C'est une musique que j'adore, qui est très influencée par les rythmes africains, le soukous, le high life, et puis qui a aussi des influences un peu plus locales.
Et ensuite, évidemment, que je croise ça avec mes problématiques à moi, les féminismes, les activismes de la base. Parce qu'au départ, c'est aussi une Voilà. musique qui est un peu une musique de résistance, non? D'une culture populaire. Alors, pas vraiment, en fait. Non. C'est pas une musique qui s'est construite comme une résistance. C'est une musique qui s'est construite comme vraiment un espace de plaisir pour des personnes qui n'avaient rien d'autre dans les quartiers populaires que la musique, un terrain vague, un pico, c'est-à-dire un énorme sound system. Parce que voilà, c'est des quartiers où il y avait absolument rien pour les loisirs, des gens qui travaillaient énormément. Et donc, ils avaient eu cet unique espace pour un petit peu donner du plaisir au corps, on va dire, en dansant. Et on peut parler plus de micro-résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de mouvement collectif résistant depuis la champeta, excepté ces dernières années où ça apparaît un petit peu plus, où on s'organise davantage. Donc on peut parler plus de micro-résistance parce que c'était des chansons souvent qui racontaient les histoires des quartiers, c'était des chroniques sociales, donc ils pouvaient parler de tels problèmes ponctuels de discrimination, d'injustice, de violence, etc. Mais voilà, c'était pas fait pour forcément susciter une conscience sur ça, c'était la réalité, on la chantait, on se défoulait dessus, c'était un peu cathartique, c'était une manière peut-être aussi de transformer quelque chose d'extrêmement dur en un moment cathartique, de plaisir. Et donc, je parle plus de micro-résistance, en fait. Et c'est vrai que dernièrement, par contre, il y a beaucoup plus de conscience sur plein de problématiques propres à la champeta et propres après à la société colombienne. La champeta, au début, c'était masculine. Maintenant, c'est mixte. Ouais, alors il y a toujours eu des femmes. Et dans la champeta, notamment les propriétaires des sound systems, donc des picos, étaient des femmes, beaucoup. Parce que c'était des femmes qui avaient des boutiques et qui ont compris que pour attirer les clients, il fallait mettre de la musique. Donc, elles ont investi dans des picos et elles ont, après, ça a grandi. Voilà. Donc, il y a toujours eu des femmes dans la champeta qui ont été très invisibilisées. Et actuellement, il y a tout un travail de la part d'une femme en particulier qui est Mili Iriarte, qui est venue lors de la semaine de l'Amérique latine. On la connaît, on lui dit bonjour. Hola Hola Mili. Et qui fait ce travail de récupération de la mémoire des femmes dans la champeta, de visibilisation et aussi de production et de pratique artistique, parce qu'elle est elle-même picotera, elle intervient sur la musique champeta et elle est manager du premier groupe féminin de champeta, Las Emperadoras de la Champeta. Las Emperadoras de la Champeta. Waouh. Bon, on va écouter peut-être de la musique. Je te propose d'écouter un peu de musique et on va écouter Estoy dura de Nativa. He sumado, restado y multiplicado, y el resultado es que grande te he quedado. Aprendí a defenderme sola y sin ti yo me siento mejor. Soy yo la que manda ahora. Yo voy pa'lante, quien dijo miedo. Cuando arranco no tengo freno. Y que viva la soltería. Hago lo que me da la gana. Ay, qué cosa tan bacana. Y que viva la soltería. Ay, qué cosa tan bacana. Hago lo que me da la gana. La Scarlett Julio en la USA. Liz Castro en Denver. Ay, del J. Aprendí a defenderme sola y sin ti yo me siento mejor. Soy yo la que manda ahora. Yo voy pa'lante, que dijo miedo. Cuando arranco no tengo freno. Y que viva la soltería. Hago lo que me da la gana. Ay, qué cosa tan bacana. Y que viva la soltería. Ay, qué cosa tan bacana. Hago lo que me da la gana. Larry Pérez y Luis Rivas en Miami. Rafa Escayón, Liz, la francesa champetuda.
discotera. Monomaster en el beat, Nativa, mándate ya pa' acá. Tú no mires y conmigo no suspires, que tú aquí no comes más, punto final. Ya pa' acá, tú no mires y conmigo no suspires, que tú aquí no comes más, punto final. Yo estoy dura, 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 nunca tu gura, gura, gura. Estoy desacatada, no como de nada. Oye, Stephanie, ¿cómo te amo? Giancarlo Palomino. Ya pa' acá, tú no mires y conmigo no suspires, que tú aquí no comes más, punto final. Ya pa' acá, tú no mires y conmigo no suspires, que tú aquí no comes más, punto final. Yo estoy dura, 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 nunca tu gura, gura, gura. Estoy desacatada, no como de nada. Yo estoy dura, 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 nunca tu gura, gura, gura. Estoy desacatada, no como de nada. Et c'était Nativa. On écoutait la mention des Damelis. Oui, je ne sais pas si vous avez écouté. La vous avez champetura. entendu, ouais, mais à un moment, elle parle de la francesa champetura. C'est Lise. Ici à Radio Polver, Clac Culture. Comment est-ce que tu es arrivé à être dans une chanson de champeta, Lise? Alors Nativa, c'est une des emperadoras de la champeta, ce groupe, donc cette formation féminine de champeta de Carthagène des Indes. Et puis avec Nativa, on a bien accroché, on est pas mal en contact. Et puis on se parle souvent, je lui pose des questions sur son expérience dans la champeta. Mais parce qu'en plus, tu as été là-bas. Tu as Oui. été en Colombie, en Cartagena. Ouais, j'y étais, je les ai rencontrées, je les ai vues répéter, donc je les connais quasiment toutes. Et voilà, on est restés en contact. Et puis, c'est des femmes qui ont pris conscience vraiment des luttes qu'elles doivent mener aussi au sein de la champeta et au-delà dans la société colombienne. Et du coup, elles cherchent de l'appui, de la sororité, se visibiliser aussi parce que elles ont souffert d'une invisibilisation chronique, comme on disait. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Nativa, donc elle m'envoie parfois ses chansons un peu avant leur parution, avant leur sortie. Et voilà. Donc, À un moment, je sais pas, on était en train de parler justement des champetas. Je pense qu'au moment qu'Emilie est venue ici, ouais. et je pense, tu me corriges si je me trompe, mais on parlait d'une double invisibilisation. D'un côté parce qu'ils sont des femmes, Ouais. mais aussi parce qu'ils sont des descendantes et qu'elles viennent des quartiers populaires. Donc, c'est vraiment une invisibilisation totale au sein de la champeta et hors du monde de la champeta. Dans la société colombienne. Complètement, ouais. Non, déjà, la champeta, c'est très peu connu dans la société colombienne. On va connaître peut-être un ou deux artistes, c'est tout, et qui ne sont pas des femmes, évidemment. Donc, oui, il y a un gros travail de visibilisation. Et je pense qu'elles seront très contentes de s'écouter depuis la France. Depuis la France. Ouais. On va les taguer. On passe les bonjours aux emperadoras de la cumbia. De la champeta. Oui, j'ai de la cumbia. J'ai la cumbia en tête. C'est les coussins, c'est les coussins. On va les taguer, ils vont écouter en français Damelis, parce qu'ils sont habitués de l'écouter en colombiano, espagnol. Et Damelis, maintenant qu'on passe de la casquette champeta à la casquette écrivain, la casquette poétique et féministe, revenons à la casquette femme de lettres. Mais parce qu'il y a quelque chose que, tu vois, quand on voit tes recherches, c'est quelque chose de très contemporain, très ancré dans la culture actuelle. Ouais. Et tes livres, les premières, un peu moins, mais aussi. Mais celui-ci, c'est un très historique. Il y a un jeu avec l'histoire qui est très, très important. Donc, comment faire cette connexion entre les deux Mais en fait, ce que je n'ai pas raconté, c'est que moi, je me suis formée à l'origine en études coloniales et sur l'époque moderne. Ma thèse, c'était sur le XVIe siècle. Donc, j'ai été quand même très sensibilisée à ces questions. On voit le lien avec mon premier
premier roman qui portait sur la Malinche, La Malinche, et la India Catalina. Ouais. Tu peux nous dire en 2 mots qui était la Malinche? C'était l'interprète de Cortés pendant la conquête du Mexique, Tout à fait. qui est devenue ensuite sa maîtresse et qui est devenue une figure très importante de la conquête. Donc c'était une relecture contemporaine et féministe du personnage et de son homologue colombienne, de la Caraïbe colombienne, justement, la India Catalina. Aussi. Et on dit au Mexique, quand tu es malinchiste, ça veut dire que tu préfères celui qui vient d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah Le Malinchiste, malinchisme, ouais, c'est très connoté Mexique, mais aujourd'hui, c'est fait partie de l'histoire aussi. Voilà. La Malinche, oui. Donc, Ok, ouais. c'est ça. Et à chaque fois, on va dire... Alors, ce sont deux romans qui sont différents. Hein. L'un est écrit en espagnol parce que c'est l'espagnol qui s'est imposé. J'avais commencé en français, mais je ne pouvais pas écrire sur l'Amérique latine, sur la Malinche. En français, ça ne venait pas. Tout venait en espagnol. Et comme c'était une interprète aussi d'une langue de l'espagnol, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, je suis finalement une sorte d'interprète de l'espagnol. Donc, je vais y aller et je vais incarner un petit peu cette fonction-là, moi aussi, à travers l'écriture. Mais on va dire que... Le titre en espagnol, c'était Las malas lenguas. Gracias. Et en français? Les mauvaises langues. Thank you. Voilà. Et donc, on va dire que le point commun, hormis l'époque, hein, parce qu'on est au XVIe siècle, c'est aussi le fait que dans l'histoire, les sources sont très, très pauvres en matière d'histoire des femmes. Donc, il y a énormément de brèches qui sont susceptibles de donner différentes interprétations. Et comme on le sait, pendant très longtemps, l'histoire a été écrite par des hommes, depuis un point de vue hégémonique. Par des hommes, pour des hommes. Voilà, pour des hommes également, donc qui ont pris soin de minimiser le rôle des femmes dans l'histoire, ou bien de les stéréotyper ou de les réduire aux clichés traditionnels auxquels sont soumises les femmes. Donc, le point commun entre ces deux romans, c'est un peu le manque de sources à la base, et donc toutes ces brèches et ces fissures par lesquelles on peut rentrer justement en injectant de la fiction, en réinterprétant des personnages tout en me basant sur un cadre historique et des recherches très précises aussi pour essayer de reconstituer... ce qu'était l'histoire des femmes, parce que je travaille aussi beaucoup avec des travaux de spécialistes, d'universitaires qui ont étudié ces domaines et qui me permettent aussi de rétablir une histoire méconnue, en fait. Hein. Pour les femmes fortes, combien de temps tu as passé à enquêter, à avoir toute la documentation pour te permettre d'écrire ce que tu écris? Alors, tout le processus, ça m'a dû me prendre à peu près un peu plus de 2 ans, je pense. Il y a eu beaucoup de lectures. Au départ, de lectures de sources d'époque déjà, de toute la correspondance écrite par Corisande et par Henri IV, les personnages des femmes fortes. Le bon roi. Voilà, le bon roi Henri. Et puis après, les travaux aussi des historiens, il y en a très peu sur Corisande, il y avait très peu d'ouvrages biographiques. Et aussi après des travaux d'historiennes et d'historiens sur les femmes de la Renaissance, sur les femmes de l'époque, qui me permettaient à moi de reconstituer, de recontextualiser aussi le personnage de Corisande dans quelque chose de beaucoup plus solide, en fait, et de beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on avait pu en dire dans les légendes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces romans, Les femmes fortes, j'adore les sous-titres. Il était une fois dans les Landes. Ça fait vraiment western. Oui, c'est vrai. C'est un roman historique dont le personnage principal, c'est Diana d'Andoise. d'Andoin. D'Andoin. Un personnage historique qui a vraiment existé. Oui. Et qui s'est fait appeler, change des noms à un moment, il s'appelle Corisandre. C'est ça, exactement. Et c'est un peu autour de sa relation, c'est vraiment autour de sa relation avec Henri de Navarre, qui va devenir à un moment, je ne sais pas si j'ai spoilé un peu le livre, mais je pense que tout le monde sait, on devrait savoir, Henri de Navarre, il va devenir Henri IV. Voilà. Oh, mais ça, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que tout le monde suit là. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai appris ça. Mais bon, je ne suis pas français, donc peut-être c'est pour ça. Mais j'ai eu une petite surprise à un moment. Elle dit « Ah, quoi ?»
c'est la même personne. Ok. Et ouais, Henri III de Navarre est devenu Henri Pas IV loin, de mais France. c'est les châteaux, non, les beaux Des châteaux au Pau. centre-ville. De Pau, ouais. Ouais. Ouais, Non, tout mais à fait. c'est hyper intéressant parce que on apprend beaucoup de choses et on comprend aussi de certaines façons cette relation de sud-ouest avec l'Espagne. Oui, Hein, parce qu'il y a la Navarre, le royaume de Navarre, Ouais. c'est parti aussi les Pays Basques, les Ouais. Pays Basques espagnols, un moment. ouais, la Navarre la espagnole. espagnole. Et toute la partie des Landes. Alors, pas les Landes, pas les Landes, plus c'était le Pays Basques. Béarn, en fait, plus vers le sud. Le Béarn, le Pays Basque, pas tout le Pays Pas tout le Basque. Pays Basque, une partie. En faisait partie. Non, c'était la frontière était assez compliquée. Hein. Ça correspondait pas forcément aux régions, Aux régions actuelles. Ouais. on va dire, mais ça occupait une petite partie de ce sud-ouest de la France, De la autour France. du Béarn et les Ok. Pyrénées. Voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a toute cette histoire qu'on ne comprend pas en principe comment il y a ces royaumes, que c'est dans les royaumes de France, mais bon, et au-dessus de tout ça, on a la guerre des religions, Oui, qui est un sujet assez important dans l'histoire de France. Et dans les livres, on a cet écho qui est toujours derrière cette question de la religion. Et une catholique, Diane d'Andoin, qui est avec Henri IV, qui est un protestant. qui est un protestant, exactement. Et Henri IV, qu'on soit, était marié avec un catholique aussi. Aussi, exactement. Donc c'était mariage évidemment arrangé pour essayer de réconcilier ou en tout cas de prendre la main sur le parti protestant de la part des catholiques et puis des protestants évidemment une manière d'essayer de rétablir un peu un équilibre d'influence entre les différentes religions. Donc c'est Paris veut bien, mais très politique, exactement. Oui, qu'aurait dit Henri IV. Ce qu'on ne sait pas d'Henri IV, c'est qu'on sait toujours qu'il s'est converti une fois. Paris vaut bien de Metz, mais en fait, il s'est converti plusieurs fois dans sa vie. Il est passé du protestantisme au catholicisme. Il était moderne, ce monsieur. Voilà, des intérêts politiques du moment. Ouais, c'est ça. La religion, c'était pas le plus important. Il croyait en Dieu, c'était tout. Exactement. Après, la religion, c'était autre chose. Exactement. Non, mais c'est hyper intéressant ça parce que la guerre des religions, c'est tellement complexe et c'est un décor magnifique pour un roman, pour une histoire. Parce que vraiment, il y a plein de petits sujets dedans qu'on peut exploiter dont justement ces problématiques et tout ça. Oui, et ça a beaucoup marqué aussi notre région, puisqu'on avait la présence beaucoup de protestants qu'on appelait les Huguenots. Dans la région, et évidemment des catholiques. Donc il y a eu énormément d'affrontements, il y a eu beaucoup d'exactions, de pillages. La Saint-Barthélemy. Ouais, la Saint-Barthélemy, c'était à Paris. Mais évidemment, tout ça, il y avait des petites Saint-Barthélemy tout le temps partout, hein, ou même des attaques des protestants contre des villages catholiques. Par exemple, l'église de Sainte-Colombe de mon village a été brûlée au XVIe siècle. Avec des personnes. Alors, je ne sais pas s'il y avait des personnes dedans. Je ne connais pas les détails exactement, mais je sais qu'elle a été détruite. Elle a été incendiée par un sac protestant du village, comme plein d'autres, en fait. Et c'était, tout le temps, les uns les autres qui allaient s'attaquer. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, l'histoire de Diane d'Andoin, plus tard Corisande, catholique, et Henri IV, protestant, pose aussi beaucoup de questions en matière de tolérance, de politique. Et de l'importance aussi du sud-ouest dans la politique française depuis cette époque, qui c'est quelque chose que des fois on ne parle pas assez. C'est-à-dire que l'histoire française est extrêmement centralisée, comme l'État français, hein, à tout est Paris. Et du coup, là, on ne s'était pas rendu compte de ça, non? C'est bizarre, hein. Et du coup, c'est vrai que ça m'intéressait aussi de décentrer l'histoire, le récit de l'histoire, et de vraiment le resituer entre Landes, Chalosse, Béarn, Pays Basque, Bordeaux aussi, parce qu'il y a le personnage de Montaigne dans le roman. On va parler de ça. On va parler des et puis montagnes, Paris un petit peu, mais Paris reste très périphérique finalement par rapport à l'histoire du C'est la Provence du pour nous, sud-ouest. Paris. C'est vrai parce que quand tu lis les livres,
tu as l'impression que Paris, c'est un peu loin. C'est loin. loin, C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est comme si on parlait de la Chine. Henri III, il est parti à Paris. On dit, mais quand est-ce qu'il reviendra? C'est loin. Ouais, c'est très loin, surtout à l'époque. Bon, on va continuer à écouter un peu de musique et on va continuer avec la champeta. Eh oui. Et cette fois, on va écouter Mini Acucha de las Emperadoras. Todos somos iguales, ya se formó el querer. Cantemos unidas hermanas hasta el amanecer. Cantemos unidas hermanas hasta el amanecer. Respetemos la diferencia, basta ya la violencia. La libertad te llena de fuerza, construyamos conciencia. Pongámosle un poco de sazón, apostémosle a la inclusión. Sin miedo a ser diferente, exprésate con emoción. Viva ya, viva la diversidad. Reconoce ya que en el mundo hay variedad. Mini Acucha, esto tiene que cambiar. Mini Acucha, viva la diversidad. El mundo necesita tu amor y comprensión. Reconoce los colores de la vida y su sazón. Pongámosle un poco de sabor. Apostémosle a la inclusión. Viva ya, viva la diversidad. Reconoce ya que en el mundo hay variedad. Mini Acucha, esto tiene que cambiar. Mini Acucha, viva la diversidad. Esto es champeta, te tiro la plena. Pa' que lo sepas, hecha en Cartagena. Esto es champeta, te tiro la plena. Pa' que lo sepas, hecha en Cartagena. Mira, llegó la hora, se metieron las emperadoras. Con el yeré ya va. Reconoce los colores, gózalo acá. Mira, llegó la hora, se metieron las emperadoras. Con el yeré ya va. Reconoce los colores, gózalo allá. Mira, llegó la hora, se metieron las emperadoras. Con el yeré ya va. Reconoce los colores, gózalo acá. Mira, llegó la hora, se metieron las emperadoras. Con el yeré ya va. Reconoce los colores, gózalo allá. Viva ya, viva la diversidad. Reconoce ya que en el mundo hay variedad. Mini Acucha, esto tiene que cambiar. Mini Acucha, viva la diversidad. Viva ya, viva la diversidad. Reconoce ya que en el mundo hay variedad. Mini Acucha, esto tiene que cambiar. Mini Acucha, viva la diversidad. Et on est de retour avec la culture après avoir écouté Las Emperadoras de la Champeta, Mini Acucha. Mini Acucha, tu m'as dit que c'était en langue palenquera. Oui, ça veut dire ven a escuchar, c'est-à-dire viens écouter. C'est une chanson sur la diversité sexo-générique. Et c'est la langue palenquera qui est la langue des Noirs marrons qui avaient fui l'esclavage et qui avaient fondé leur palenque, c'est-à-dire leur village résistant au sud de Carthagène et qui ont développé une sorte de créole, la langue palenquera. Un mélange espagnol avec leur propre portugais, kikongo sûrement, une forme de bantou. 1600, non, par là aussi. Ouais, c'est un peu la même époque Coriandre, à peu près. Oui, c'est un petit peu contemporain, exactement. C'est début 17e, la révolte du roi Bencos Biojo. Ouais. C'est au Mexique, après en Colombie, sont des premières villes indépendantes, entre guillemets, d'esclaves affranchis. Ouais. Voilà. C'est très intéressant. La langue sur los negros, c'est palenque, sí. La langue palenquera. Et on revient au roman Les Femmes Fortes. Oui. L'histoire. Ouais, la légende, l'histoire, qui est une légende, une légende qui est une histoire. C'est ça, donc on parle beaucoup dans le livre des Ajadmont, et c'est à côté de là où tu as grandi. Oui, exactement. Et la question c'est, est-ce que tu avais
tu avais déjà entendu beaucoup parler de cette histoire des Coruscantes. Oui, alors dans la région, il y a énormément de noms de lieux qui s'appellent Corisande. Les collèges, les rues, les avenues, tout s'appelle Corisande par là, entre Agenmo et Pau. Donc c'est un personnage qui est un peu omniprésent dans le paysage urbain actuel, mais on connaît très peu, et c'est une légende. C'est un personnage qui est entre la légende et l'histoire, qui a une dimension légendaire. Moi, je l'ai connu par ma famille, ma grand-mère notamment, qui me racontait toujours que Corisande et Henri, quand ils étaient tombés amoureux, se retrouvaient à Sainte-Colombe, dans un bois où j'allais souvent, parce que mon grand-père avait une petite parcelle dans ce bois. Et c'était justement là où ils se retrouvaient. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette légende de Corisande qui venait à Mirefleurs, c'était le nom de l'endroit. Et Mirefleurs, en fait, que vous connaissez peut-être en espagnol, Miraflores, parce que c'est un nom très courant qu'on retrouve dans plein de villes en Espagne, en Amérique latine. Ouais. C'est un terme qui est... un terme qui vient d'un roman de chevalerie qui s'appelle L'Amadis de Gaulle, Mirefleurs, et qui a été qui était le roman préféré de toute la noblesse de l'époque, notamment de Corisande et d'Henri. Et on pense que ce je pense que ce Mirefleurs de Sainte-Colombe à Agenmo a été baptisé par eux, certainement, par l'influence d'un roman de chevalerie espagnol. Voilà. L'Amadis de Gaulle. Ouais, l'Amadis de Gaulle. Et c'est un roman qui justement raconte l'histoire de Corisande, donc un autre Corisande, le personnage original. Qui habite dans une île où elle est la reine. Ouais. C'est ça. C'est son île, son château. Et c'est une femme forte aussi. Oui, c'est une femme forte. Indépendante. C'est un personnage assez mineur, bien qu'il soit très important dans le roman original. L'Amadis, c'est un roman de chevalerie. C'était la grande mode à l'époque, au XVIe. Et l'Amadis de Gaulle... C'est un roman espagnol, non ? Ouais, espagnol, ouais. Et c'est un roman qui a été un espèce de best-seller. Je ne sais pas quoi on pourrait le comparer aujourd'hui, Dan Brown, des trucs comme ça, quoi. Voilà, que tout le monde lisait. Et Corisande est un des personnages féminins de ce roman qui vit sur une île, l'île de Bravisande. Elle y vit seule. Elle choisit ses amants. C'est un personnage totalement moderne. Très moderne pour une époque, et en même temps, finalement, le fait qu'elle existe, c'est que à l'époque, on pouvait très bien en parler et écrire sur des personnages féminins comme ça aussi. Et ce personnage il y a quelques chapitres sur elle et qui la décrivent comme une chirurgienne ou une guérisseuse. C'est-à-dire qu'elle connaît l'art, la science de guérir. Donc, sûrement peut-être un peu sorcière aussi, d'une certaine manière. Et c'est un personnage complètement libre qui voyage quand elle veut, qui part à la recherche de son amant comme elle veut. Quand elle le retrouve, elle lui saute au cou. Ils ne sont pas mariés, mais c'est pas grave. Ils vivaient ensemble avant, de toute façon, hors mariage. Et c'est un personnage qui suscite l'admiration de beaucoup de personnages dans le roman. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout condamnée. Il n'y a aucune condamnation. C'est un personnage qui est vraiment mis en valeur. Et ça, c'est la Corisande originale. Et c'est un peu aussi les personnages des Corisandes de ton roman. Oui. Et Diana des... Dandouin. Dandouin, je ne vais jamais arriver à bien le dire. Dandouin. Dandouin. Il faut faire les nasales. Que justement, c'est aussi une femme qui va devenir veuve très jeune et va devenir une femme qui va être indépendante, qui va choisir ses amants, qui va être complètement, de certaine façon, moderne aussi. Et très critiquée par les gens de son époque parce qu'elle était une femme trop indépendante. Et qui réfléchissait aussi. Qui réfléchissait beaucoup et était qualifiée aussi des sorcières. Oui, d'une certaine manière. Tous les femmes de l'époque étaient cataloguées, merci, voilà. Je fais mon... comme sorcière, parce qu'ils dominaient un peu les sciences de la nature, aussi les sciences de la réflexion. Oui, alors elle avait le privilège d'être noble, donc d'être un petit peu moins inquiétée que les femmes populaires, ça c'est sûr.
Et oui, Corisande, en fait, moi, ce qui m'a intriguée, c'est pourquoi elle s'appelait Corisande. Parce que tout le monde dit oui, elle a pris ce prénom en s'inspirant du personnage de l'Amadis, mais personne ne décrit le personnage de l'Amadis. Et moi, je l'avais lu dans mes études d'espagnol. Donc, je savais un petit peu que c'était un personnage intéressant. Et j'ai refait des recherches, j'ai relu un peu le roman. Et là, je me suis dit, mais pour être inspiré par un personnage féminin aussi indépendant, aussi audacieux, c'est que sûrement, elle se reconnaissait, elle s'identifiait complètement avec ce personnage. Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai fait une femme forte et que je l'ai décrite comme ça dans ce roman. Parce que quand Corisande devient veuve, quand Diane d'Andoin devient veuve, à un moment donné, autour de 25-26 ans par là, elle décide de se rebaptiser elle-même Corisande. Et elle va signer tous ses papiers en Corisande. Donc elle a vraiment un acte de renaissance, une deuxième naissance, où elle va choisir son identité, son prénom et sa vie, puisque maintenant elle est débarrassée d'un mari qui devait lui dire... Qu'est-ce qui signifie Corisande selon toi ? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée et je pense qu'il y a peut-être cœur dedans, corps en latin. Et comme c'est un personnage qui est très très spontané, très amoureux, très très affectueux dans le roman, est-ce que ça vient de là ? Je sais pas. Et après c'est Isande, ça ressemble beaucoup au prénom féminin des romans de chevalerie traditionnels. Voilà, qui sont toujours longs, Bradamante, Marfise, voilà. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien écouter, que les élèves des collèges ou des lycées dans les Landes puissent intervenir avec ces romans, parce que ça parle bien du territoire de Landes un peu. Je dirais plutôt le lycée. Hein. Ah non, mais le deux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes intenses dans les romans. Avec un téléphone portable, tu as pire des choses. En lisant, je dis oh là là, mais c'est quoi ça ? Ah bah oui. Non, mais ça va avec le personnage. C'est avec les personnages, oui. Non, mais c'est très intéressant. Et on peut parler aussi des personnages masculins. Parce qu'on a tous les personnages féminins du livre. Donc, on a Corisande, mais on a aussi la guérisseuse, on a la sœur d'Henri. Catherine. Et sa femme, la femme d'Henri, Marguerite. Mais on a aussi les personnages masculins. Et oui. Et les personnages masculins, on a Henri, qui est plus ou moins intéressant, on va dire. C'est quelqu'un, c'est les rois, c'est présenté comme un guerrier. Ouais. Mais les personnages masculins ne sont pas hyper, on va dire, je ne sais pas comment le dire. Emballants. Oui, c'est ça, tu te dis, mais ils sont tous un peu des cons quand même. Et ça inclut Messier Montaigne. Les personnages de Montaigne, tu finis les livres et tu te dis... Comment il le présentait Montaigne dans ta plume d'Amélis ? Il n'est pas très... non, c'est moi qui l'ai pris comme ça. Disons que c'était une manière de rééquilibrer un peu les cerveaux dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les hommes qui pensaient, il y avait aussi les femmes. Et on sait que Montaigne et Corisande étaient amis, qu'ils se fréquentaient, qu'il était sûrement peut-être un petit peu amoureux d'elle parce qu'il lui avait dédié les sonnets de son ami, la Boétie, les sonnets d'amour, et avec une dédicace magnifique dans les essais. Voilà. Et donc on pense effectivement qu'il y avait quelque chose là-dessous. En tout cas, une admiration réciproque, c'est sûr. On sait que Corisande, c'était quelqu'un qui était très intelligent et qui réfléchissait beaucoup aussi. Donc en fait... diminuer un petit peu le protagonisme aussi bien intellectuel que politique des hommes, c'était une manière de réaffirmer celui des femmes aussi et pas faire des hommes brillants qui allaient éclipser tout le monde. C'est ce qu'on a lu tellement dans l'histoire. En réalité, c'est détourner un peu, c'est tourner le mêlette, on va dire. Parce que ce qu'on fait, c'est parler des hommes comme on parle des femmes dans toutes les histoires. Un petit peu, c'est-à-dire que eux, sans les cerveaux des femmes qui les entouraient aussi et qui réfléchissaient à ces problématiques-là, tout comme eux, ils n'auraient peut-être pas écrit ou fait ce qu'ils auraient pu faire. C'est un exercice de style assez intéressant, parce que mettre Montaigne et tous ces grands noms que tout le monde connaît, mais derrière on va dire la lumière des Corisande, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et il y a aussi notre femme de l'époque, comment s'appelle, la fiancée, entre guillemets, de Montaigne. Oui, la fille d'Alliance, Marie Gournay. Marie Gournay,
Ouais. C'est aussi la même chose. Il y avait beaucoup de femmes très érudites à l'époque, mais comme disait Damélis, c'était derrière la magnificence des grands philosophes, les grands politiques, les grands rois, etc. Marie de Gournay, oui, qui était une philosophe très importante, qui avait écrit sur l'égalité des hommes et des femmes à l'époque déjà, et qui était extrêmement amie avec Montaigne, mais qui est passée à la trappe de l'histoire et de la philosophie après. Donc voilà, j'en parle aussi vers la fin du roman, et c'est un autre exemple d'une femme. C'est un roman qui est un peu entre la transmission de la connaissance, c'est une transmission de connaissances et à la fois d'histoire. Mm-hmm. Parce que ton roman est dédié, il y a 2 dédicaces, ta grand-mère et ta maman. Oui, exactement. C'est une espèce d'héritage de continuer. C'est ça, c'est une transmission d'histoire des femmes. C'est par elle que je suis arrivée au personnage de Corisande qui me racontait ses légendes. Donc c'était une idée de transmettre la mémoire des femmes et l'histoire des femmes aussi, exactement. Ouais. C'est un très bon travail de transmettre aussi les territoires, les terroirs et aussi l'aspect érudit d'une histoire de France quand même. Oui. Bon, je vous propose d'écouter un peu de musique et on va aller cette fois au Pérou, écouter un artiste que je sais que tu aimes beaucoup aussi, Renata Flores, qui va nous faire un peu de musique en langue quechua, Camhina. Mancha coita paqui Wami wiñani, ñawi kunata wankispa, pulyakta hapari chispa, chaykama brinkaspa, waraja sasko yetama haikun, mana tupu ojo te huchayakuta saruspa, chakita chimpa ikun, chaymi chumpawa taliuk, pampa yurak pipa puturispa, ñaure pachapi purini hukruna, simin pitisimu yu pachata yacheja muta epag, pisipani tanta yakuta chaskita, yeah, kisa pachapi tukuni, sukta pachapi, chayaramuni, akchichni kakuita hayarin hapakupamuseni, atipai kuwa Yachani chui mataroita Yatumichi si yaiwan kunyunanku Pipas uyari chuhispe pachataya chani chu Mancha kuita paki Takakta hawaji Pawaya sawang amarak tarikichu Ati baita Atinki Mancha kuita pagi
Et c'était Canjina de Renata Flores. Et justement, c'est une chanson qui a beaucoup de relevances avec ce qu'on était en train de parler, parce que c'est une chanson qu'elle a écrite en pensant à sa mère et à sa grand-mère. Canjina, en quechua, ça veut dire tout en bien. Et Toi aussi. Oui, toi aussi. Pardon, ouais. Je le dis en espagnol, je ne traduis pas en français. Et elle raconte, Renata Flores, que sa mère et sa grand-mère, qui ont grandi à la campagne au Pérou, ils n'ont jamais eu la possibilité de faire beaucoup d'études. Parce qu'au Pérou, il y a cette problématique. Les filles à la campagne, ils ne vont pas à l'école parce qu'il faut qu'elles fassent beaucoup des routes. Des fois, 1 heure, 2 heures des marches pour arriver à l'école. Et les parents, une fois que les filles commencent à grandir, ils ne les laissent plus aller parce qu'ils ont peur, parce que ça arrive souvent que les filles se fassent violer. Donc, c'est un grand problème. Moi, j'ai été enseignant dans la campagne au Pérou pendant un temps, à 4300 mètres d'altitude. Combien de vies as-tu eu? Oui, beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Et c'était une des explications quand on a parlé avec les parents, ils nous disaient ça. C'est qui fait que les filles, finalement, ils n'ont pas accès à l'éducation, etc. Donc, c'est une chanson qui parle un peu de ça, de cette histoire. Justement, quand on parlait pendant la pause, que la possibilité de l'accès aussi La chanson en quechua? Ouais. Ok. La chanson était en quechua. Quechua. Ok, tu vois, oui. Donc, bon, après ça, on revient à Les femmes fortes et à Corysandre. Tu veux nous lire quelque chose, Amélie? Oui, un des textes que j'ai fait apparaître en épigraphe au début du roman est un extrait du Roland Furieux, qui était l'autre best-seller de l'époque. Roland Furieux, c'est 1516, écrit par l'Arioste. Et c'est un roman qui essaie de mettre en valeur les personnages féminins et qui déclare, notamment, je lis juste un petit extrait, il dit « En somme, mesdames, je conclus qu'à tous les âges, beaucoup d'entre vous ont été dignes d'être mentionnés par l'histoire, mais que, grâce à la jalousie des écrivains, vous êtes retombés dans l'oubli après votre mort. » C'est-à-dire que déjà à l'époque, il était question de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Quelle année? 1516. Kyobo. Voilà. Ouais, mais c'est ça finalement, c'est qu'on disait. Les femmes, ils ont eu un rôle important. Très il y a important. beaucoup de femmes, mais on ne le sait pas parce que personne ne voulait parler de ça. Voilà, parce qu'on les a effacées de l'histoire, de toutes les histoires, que ce soit de la littérature, de la peinture, de l'histoire des hommes. Et on se retrouvait dans un contexte où c'était des problématiques très, très brûlantes aussi à l'époque, justement. Les femmes, leur accès au pouvoir, leur accès à l'éducation. Déjà, depuis le XVe siècle, c'était des questions qui se posaient. Qu'est-ce qui t'a dit la maison éditoriale pour dire Banco, on va publier votre roman, madame? C'est tout un mystère parce que c'est un roman que j'avais envoyé il y a très longtemps à la maison d'édition. Et quand j'ai reçu le message me disant qu'ils voulaient publier ce texte, je n'ai pas compris. En fait, je pensais qu'on allait encore me demander une évaluation universitaire et j'ai failli jeter le message sans le lire. Donc j'ai dû le relire 2 fois pour comprendre ce qu'on me disait. Et je me suis demandé, je me souvenais plus du titre, du roman, ni rien. C'est quoi les romans que j'ai envoyés de quel texte il me parlait. Comment s'appelle la maison d'édition? Geste Édition. Geste Édition. On les salue. Ouais. Et voilà. Merci. Et donc, évidemment, quand j'ai compris ce dont il s'agissait, j'ai dit oui, évidemment. Je pense qu'il faut faire la présentation officielle ici à Ouais, Bordeaux. c'est ça. Il faudra qu'on organise ça parce que c'est un roman. Moi, j'ai adoré. Je disais à Alice justement que j'ai passé l'autre jour jusqu'à 2 heures du matin sans pouvoir m'arrêter de le lire. Et c'est très, très intéressant. Et c'est un roman qui me fait penser à un autre roman. Et c'est une question de savoir si tu t'es un petit peu inspiré aussi de cet autre roman. Ça m'a fait penser beaucoup à L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Et oui. Parce que les personnages justement de la princesse des romans de l'art de la joie, c'est aussi en quelque chose de ces Corysandre. C'est une femme indépendante qui porte sa famille et
porte, on va dire, tout le monde avec elle, très indépendante. Et il y a quelque chose qui m'a fait penser à cette Corissandre, à cette femme des romans de Goliard. Hein. Oui, il y a très certainement des échos parce que, comme tu le sais, L'Art de la joie, c'est un de mes romans préférés, toutes époques, toutes pays, toutes langues confondues. Et le personnage de Modesta, est un personnage, est une femme forte aussi, qui va être très passionnée, mais aussi en même temps très intelligente, très stratège. Très stratège, pour se sortir de toutes les situations et un peu comme le fait Corisande aussi. Et qui aussi se retrouve dans un endroit qui est un peu à la périphérie de l'histoire, qui est la Sicile, mais qui en vrai a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Italie. Oui, bien sûr, il y a aussi cet écho de la périphérie, des femmes qui sont doublement, triplement périphériques, effectivement. Ouais. Mais c'est bien vu. Oui, c'est ça, je me disais là, en fait, je disais, tiens, il y a quelque chose de ces personnages qui me semblait intéressant, qu'il y avait une connexion entre eux. Oui. Peut-être on va faire la présentation ici au Réseau Paul Bert. Hein. Ah bah écoute, il faudra convaincre nos amis. Il faut parler à Boris. de la radio pour voir si on peut le faire ici. Avec plaisir. Vraiment, super. on se disait on pourra faire un cocktail poétique landais avec du floc. Ah bah oui, avec du floc gascon. Floc gascon. Ouais. Non, mais c'est un roman très très intéressant, Lise. Je te félicite parce que. Nous te félicitons. Merci les amis. C'est très très intéressant. Je te disais, moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses de l'histoire sans que ça soit encyclopédique. On se lance à dire des mots compliqués ici quand même. Hein. On est audacieux. Tu es audacieux. Tu l'étais aussi il y a un moment. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je sais pas ce que tu as dit, mais... Catalogation. Ouais, c'est ça. Bon, vous savez, nos chers auditeurs... On est payé pour massacrer les Français. Oui, la langue française. Mais bon, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de cette émission. C'est ce qui reste aussi, c'est de poser les questions de nouvelles segments qu'on a ici. Les nouvelles segments, ouais, c'est Qu'est-ce que j'aime de Bordeaux? Parce que ça, on va poser la question à tous les invités. Parce qu'on parle toujours de ceci, cela, et j'aimerais que les gens disent leur amour, j'espère si c'est le cas, de Bordeaux. Donc Damélie. 5 choses. Non, 3. Ah, 3. Ah, d'accord, 3. Okay. Qu'est-ce que tu aimes de Bordeaux? Alors, la landaise, c'est en époque, maintenant bordelaise. Ouais. Alors, je vais commencer par quelque chose de très général. C'est que ce que j'aime de Bordeaux, c'est qu'elle est changée depuis le moment où je suis arrivée. Parce que je n'aimais pas du tout au début. Et je trouve que depuis plusieurs années, la ville est devenue... T'es arrivée à quelle époque? 2001. C'était la fin des Chavannes, non? Je me souviens même plus, tellement ça m'intéressait pas. Et tellement je voulais revenir dans les Landes, là où il faisait beau et où il pleuvait pas. Donc la ville de Bordeaux, c'est beaucoup ouverte, j'ai l'impression, beaucoup plus cosmopolite, et je trouve que c'est une ville beaucoup plus agréable et beaucoup moins fermée qu'avant, et je pense que ça se reflète aussi dans il y a Carlos et moi à la radio. Exactement, à la radio. On n'a pas été... Ça, c'est la première. La deuxième. Après, j'aime beaucoup que ce soit une ville très très piétonne, où quand on peut vraiment se promener sans être préoccupé par les voitures, alors principalement dans le centre évidemment, et sur les quais. Ça, je trouve ça très reposant et vraiment super agréable pour profiter de la ville. C'est ça. Voilà. Et le troisième point, je ne sais pas si c'est Bordeaux, mais c'est que c'est bien situé, quoi. On n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de l'Espagne, on n'est pas loin de la montagne. Ça s'appelle... Et on n'est pas loin des Landes aussi. En plus. Ouais, c'est vrai. Donc, je décentre un peu. C'est bien. Ça, c'est ton GM de Bordeaux, c'est très bien. On l'accepte. On accepte. Bon, mon cher Ivan, avant qu'on termine cette émission, je voulais aussi inviter le public, les auditeurs des Claques Culture, je voulais vous inviter à aller voir l'exposition Ecos de notre amie Silvana Gallinotti. Oui, une super exposition magnifique à la galerie Espace 29.
Voilà. Donc, c'est très, très intéressant. Et justement, aujourd'hui, mercredi 18 octobre, à 18h30, il y aura une déambulation musicale proposée aussi dans le cadre de cette exposition. Donc, vous invitez à aller voir l'exposition. C'est à côté de Mériadec, juste derrière Mériadec, donc c'est pas loin. À pied, on peut y aller. Et Galerie Espace 29, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Et Silvana Gallinotti l'artiste. Qui m'a fait l'honneur de... Et justement, c'est Lise qui a fait les textes d'introduction à l'exposition. À l'expo, ouais. Donc, vous invitez à faire ça. Les femmes fortes. Ouais. Une autre femme forte, Silvana Gallinotti. Très forte. Beaucoup. Merci, monsieur Olivera. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Lise, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue papoter un peu avec nous. Et parler de ces livres magnifiques qu'on vous recommande. Les femmes fortes, il était une fois dans les Landes. Je sais que ça se trouve dans les librairies bordelaises. Donc, allez chercher les livres publiés par La Geste édition. Et c'est tout. Merci beaucoup, Lise. Merci à la radio. Bientôt la présentation ici au Radio Pôle-Vert. Bientôt, on va faire la présentation du livre avec un cocktail. Un cocktail. Et nous, on vous remercie aussi de votre écoute. Et pour nous, merci Alexandre, qui est aujourd'hui qui gère toute la technique aujourd'hui. On sent la jeunesse qui est là. Oui, on voit que c'est pas Boris. Salut Boris. Salut Boris. Ah là là. Bon. Et avec nous, ça sera une prochaine Clac Culture. Si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamora, me he enamorado. Si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado y yo le dije que no, y yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero, a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, o ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, y luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y si
no fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, a ti te olvidar. Pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya